confort. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence en la compagnie de l'ancien Conseil fédéral et président de la Confédération, Joseph Dys, avec qui nous avons la chance de pouvoir discuter aujourd'hui. Monsieur Dys, bienvenue au Collège de Bombard et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. J'ai un petit peu le trac. Vous savez pourquoi? J'ai ma petite fille qui est dans la salle. Alors, si je rate ma sortie, c'est longtemps. Donc, ça va très bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Et on va essayer de discuter, d'être interactifs. Très bien. Durant les 2 prochaines heures, nous allons aborder divers sujets, comme le chemin qui vous a mené jusqu'à la politique, votre carrière en tant que conseiller fédéral, ou encore l'année que vous avez passée en tant que président de l'Assemblée générale de l'ONU. Avant de commencer à évoquer vos souvenirs de Fribourg, nous vous proposons de vous tourner vers l'écran afin de visionner votre portrait brossé par nos camarades de l'option sciences politiques, plus particulièrement par Axel. Joseph Dys, vous êtes né à Fribourg le 18 janvier 1946. Deuxième d'une fratrie de 4 frères, vous grandissez dans la ville de Fribourg et y suivez vos études, notamment au Collège Saint-Michel. Puis, vous décrochez votre licence en sciences économiques et sociales à l'Université de Fribourg, que vous prolongez par un doctorat. Vous devenez professeur au Collège Saint-Michel après votre licence et en 1984, vous devenez professeur ordinaire à l'Université de Fribourg. En 1969, pendant votre enseignement, vous vous êtes marié à Elisabeth Müller, que vous surnommez affectueusement Babette, et avec qui vous aurez 3 enfants. En politique, vous avez gravi tous les échelons du fédéralisme suisse. Communal, vous avez été syndic de votre commune de Barberèche de 1982 à 1996. Cantonal, comme député au Grand Conseil fribourgeois, et fédéral, puisque vous êtes élu en 1991 au Conseil national et vous y restez jusqu'au 11 mars 1999, le jour de votre élection au Conseil fédéral. Vous débutez au département fédéral des affaires étrangères, puis de 2003 à 2006, vous devenez le chef du département fédéral de l'économie. Durant votre activité au Conseil fédéral, la Suisse adhère à l'ONU en 2002, établit des relations solides avec l'Europe et l'économie se renforce. Le 1er janvier 2004, vous devenez le président de la Confédération jusqu'au 31 décembre. Durant votre mandat, vous avez dû vous rendre au Japon et vous avez également reçu à Berne le président polonais Aleksander Kwaśniewski. Vous annoncez votre démission inattendue au Conseil fédéral le 27 avril 2006 et quittez définitivement votre fonction le 31 juillet. Après avoir à nouveau enseigné à l'université, vous êtes élu à la présidence à la 65e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le 11 juin 2010, sur proposition de la Suisse. Vous devenez ainsi le premier citoyen du monde et assurez alors la plus haute fonction jamais exercée par un Suisse au sein de l'ONU, où vous y êtes apprécié pour votre force de travail et votre conscience professionnelle. Lors de votre présidence, aux côtés du secrétaire général Ban Ki-moon, vous vous concentrez principalement sur les objectifs du millénaire pour le développement, la gouvernance mondiale et l'économie verte. Vous achevez votre mandat avec la satisfaction d'avoir pu accueillir le Soudan du Sud au sein de l'ONU, mais avec la déception de ne pas pouvoir répondre à tous les espoirs de ceux qui souffrent, en particulier ceux dont la dignité est atteinte. Alors, Monsieur Dys, est-ce que vous vous retrouvez dans cette biographie ou auriez-vous quelque chose à y ajouter? Oui, il y a beaucoup de bons souvenirs qui ont été présentés. Il y aurait aussi des choses un peu moins drôles, mais dans l'ensemble, je suis très heureux que j'ai pu revivre un peu toutes ces étapes, surtout qu'on a aussi rappelé ma famille qui a beaucoup participé à des moments évidemment de grande joie et qui parfois aussi a dû, comme moi, serrer les dents pour accepter les inconvénients qui surgissent dans une carrière. Mais je suis content d'être ici avec vous, les étudiants, et pour la simple raison que ma vie, ma carrière a été surtout le contact avec les jeunes, avec ceux qui se préparent, et je souffre un peu
d'être éloigné de cette jeunesse que j'admire. Vous êtes formidable, même aujourd'hui, en 2023. Nous souhaitons commencer cet entretien avec un petit jeu qui vous proposera de répondre en 120 secondes à un maximum de questions. Ce jeu consiste à tester vos connaissances, mais surtout votre réactivité dans les réponses aux questions posées. Ces questions sont aléatoires et touchent à plusieurs moments de votre vie surprenante, ainsi qu'à d'autres sujets croustillants. Vous devez répondre à une série de questions correctement et le plus rapidement possible. Alors, Monsieur Dess, êtes-vous prêt à relever le défi? Ça me change parce que, étant prof, c'est moi qui posais des questions et c'est les élèves qui doivent trouver des réponses. Alors maintenant, je peux vivre une fois l'inverse. On y va. Vous avez donc dès maintenant 120 secondes. À choisir, département des affaires étrangères ou département de l'économie? Étrangère. Vous êtes plutôt gruyère ou vacherin? Moitié-moitié. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Avoir un auditoire à votre nom ou avoir un personnage qui vous représente dans le dessin animé South Park? Pas bien compris. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Avoir un auditoire à votre nom ou avoir un personnage qui vous représente dans le dessin animé South Park? Vous savez, les éléments de gloire sont fictifs, mais je suis assez fier d'avoir une salle à l'université de Fribourg. Et j'ai reçu la semaine, deux semaines, un SMS de ma petite fille, justement, qui me dit « Est-ce que tu sais où je suis? Je suis dans ta salle. » Alors, je lui ai rappelé « Bienvenue. » Après toutes ces années, maintenez-vous l'idée que la Suisse est le cachalot européen? Le cachalot européen. Le cachalot européen, vous savez ce que c'est que le cachalot européen? C'est le mastodonte, passe que vous le vouliez ou pas. Et je dis aux Suisses, il vaut mieux être avec le cachalot que d'être dérangé dans ces eaux qui tournent autour de lui. Si vous deviez passer 6 heures dans une voiture, préférez-vous les passer avec Christophe Blocher ou Donald Trump? Bon, je préfère aller seul. Préférez-vous vous téléporter dans un monde communiste ou un monde anarchique? Ni l'un ni l'autre, moi j'aime la démocratie. Monsieur, il faut choisir là. Si vous pouviez voyager dans le temps, iriez-vous dans le passé ou dans le futur? La devise du Collège Saint-Michel est « Nous louons les anciens, mais nous sommes de notre temps. » Ou un deuxième round de questions. On va passer à un deuxième round alors. Vas-y, lance. D'après un récent sondage, les Suisses pensent que les accords bilatéraux sont la meilleure solution pour la Suisse. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Avec quel chef d'État vous êtes-vous le moins entendu? Avec Alexandre Kwasniewski. Vous l'avez vu en photo. Vous savez pourquoi j'ai des bons souvenirs d'Alexandre? Parce que c'est la seule fois de ma vie que j'ai pu vivre la nuit d'un pays qui entre dans l'Union européenne. Et si je vous ai dit tout à l'heure que les accords bilatéraux, ce n'était pas le summum, c'est parce que pour moi, l'adhésion à l'Union européenne, ça c'est le top. Le rachat par UBS de Crédit Suisse était-il nécessaire pour la Suisse ou pour le monde? Pour les deux. Quel est le meilleur collège à Fribourg? On est à Gambard. Le meilleur collège de Fribourg, là vous me posez, ils sont tous ex-aequo. À choisir, être président de la France ou des États-Unis? Bon, quand je regarde du côté de nos voisins en ce moment, je préfère être aux États-Unis. Avec quel chef d'État vous êtes-vous le mieux entendu? Avec quel chef d'État le mieux entendu? Quelqu'un qui m'a bien gobé, si je puis dire, et que j'aimais beaucoup aussi, c'était Jacques Chirac. À choisir, être professeur du Collège Saint-Michel ou être professeur en économie politique à l'Université de Fribourg?
mon aspiration, mon challenge, c'était d'être professeur à l'université. Mais j'ai beaucoup aimé être l'élève, le pion. J'ai été pion au Collège Saint-Michel. Et puis ensuite professeur et ensuite proviseur au Collège Saint-Michel. J'aimais toujours me battre un peu avec les jeunes de votre âge. Assez grands ou assez raisonnables pour être vexés lorsqu'on dit des choses un peu critiques, et puis assez dynamique pour s'enflammer dès qu'il y a une cause à défendre. Alors j'aimais bien ce milieu stimulant des jeunes qui découvrent la vie. Alors, avoir reçu l'ordre du Soleil levant ou avoir reçu un doctorat honoris causa? Le premier, c'était L'ordre du Soleil levant. Oh, ça sonne mieux, n'est-ce pas? Le grand cordon de l'ordre du Soleil levant. C'est l'empereur du Japon qui me l'a remis. Et pour manger les 120 secondes. Mais je vais vous raconter quand même une petite anecdote en relation quand on a été pour recevoir cette médaille, si on peut dire. C'est la plus haute distinction que les Japonais donnent aux étrangers. L'empereur du Japon nous a aussi, nous étions 5 ou 6, nous a aussi donné un petit cadeau. C'était une boîte cubique, pas très grande, il devait y avoir une porcelaine japonaise. Moi, j'ai mis ça dans ma valise et on ouvrira la maison. Et arrivé à Cloton, à l'aéroport, un des douaniers ne m'avait pas reconnu, ou même peut-être reconnu, et ouvrait votre valise là. Et puis, j'ai dit, bon, j'ouvre la valise, il y avait ce petit paquet. Et puis il dit, c'est quoi ça? Puis il dit, c'est un cadeau de l'empereur du Japon. Vous vous foutez de ma gueule? Alors, monsieur Balès, êtes-vous prêt pour la suite de l'entretien? Absolument. Bravo, monsieur Dess, vous commencez très fort. Nous pouvons donc commencer à en parler de votre jeunesse à Fribourg. Quels souvenirs gardez-vous de vos premiers engagements politiques? Mon premier engagement politique était dû au hasard, c'est-à-dire l'élection au Grand Conseil à Fribourg, parce que j'avais toujours dit je ne veux pas faire de politique, c'est trop compliqué, et comme enseignant, comme professeur, comment je ferai devant mes étudiants pour rester crédible, parce qu'ils verront toujours le nom de mon parti politique, se diront, bah, il ne nous dit pas la vérité, parce qu'il a des intérêts. Bref, j'avais 35 ans, je crois, lorsque, par hasard, dans ma commune à Barberèche, l'ancienne institutrice m'avait proposé en réunion comme candidat au Grand Conseil. Et puis, j'ai dit, bon, c'est pour remplir une liste. Et j'ai été élu du premier coup. Et pour moi, c'était un changement assez important dans ma vie. Et on est parti, et comme ça, au hasard. Si je vous raconte ça aussi, c'est pour vous dire que vous tous, vous avez des ambitions, vous avez des buts à réaliser, mais dites-vous toujours aussi que le hasard est à chaque coin de rue, et parfois il faut avoir le réflexe de l'empoigner, de le saisir et d'y aller. Et ça m'a changé ma vie, puisque sans la politique, on ne serait probablement pas ici en ce moment. Comme vous l'avez évoqué précédemment, vous faisiez partie du parti PDC. À quel moment avez-vous senti que en quoi ce dernier vous correspond-il plus que les autres? Le PDC? Oui. Ouais, disons que pour moi, c'était très difficile de choisir un parti parce qu'il n'y avait aucun qui me convenait. Et c'est un peu ce que disait Churchill de la démocratie. Il disait c'est le plus mauvais des systèmes, à l'exception de tous les autres. Alors pour moi, le PDC, c'était le plus mauvais des partis, à l'exception de tous les autres. Alors pourquoi, M. Dess, n'avez-vous pas créé votre propre parti politique? Si je suis toujours... Pourquoi avez-vous pas créé votre propre parti politique si aucun vous plaisait réellement? Ah, voilà. Justement, la politique, on peut la faire tout seul, sans avoir des arrières, mais si on veut réaliser quelque chose, il faut quand même avoir un fondement, des relations, des
Aujourd'hui, on parlerait de network, n'est-ce pas? Il faut avoir un réseau qui vous permet d'arriver à quelque chose. Donc, en faisant de la politique, j'avais sincèrement la volonté de faire bouger les choses, de pouvoir réaliser quelque chose et pas simplement de crier dans mon coin. Et il fallait donc que ce soit un parti qui joue un certain rôle dans notre pays. Et de l'autre côté, il fallait quand même un parti qui réponde à mes convictions. Vous ne pouvez pas faire de la politique longtemps si vous allez à l'encontre de vos croyances concernant la société, concernant le monde, etc. Et au sein du Parti démocrate chrétien, j'ai trouvé ce que je pense être le plus proche de mes propres convictions. Je suis un peu déçu par le fait que maintenant le Parti démocrate chrétien a choisi de changer de nom. Certains disent ouais, il faut de temps en temps changer l'emballage. Alors si c'était simplement pour changer l'emballage, je ne vois pas pourquoi on le fait. Bref, je regrette que nous ayons abandonné le démocrate qui est dans notre enseigne et le chrétien qui, que l'on soit croyant ou pas, c'est la civilisation dans laquelle nous sommes tous nés, c'est le monde qui nous entoure, que vous soyez religieux ou pas, ça n'a pas d'importance, je ne le vois pas tellement de ce point de vue-là, mais ce sont certaines valeurs que nous avons défaites. Alors que le parti du centre, qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Surtout qu'il y a l'UDC, qui s'appelle Union démocratique du centre, alors qu'ils sont tous à droite, ils sont encore plus égarés. Et disons que j'ai finalement conclu que puisqu'on est en Suisse romande, pour les romans, on peut continuer à parler du PDC parce que ça s'appelle le Parti du Centre. Comme on l'a mentionné précédemment dans la vidéo, avant d'accomplir la carrière politique qu'on vous connaît, vous avez été professeur à l'Université de Fribourg. À quel moment avez-vous senti que la politique prenait le pas sur votre activité professionnelle? C'était d'abord le sujet. En enseignant l'économie politique, on s'occupe d'une des dimensions importantes de la politique. Par conséquent, déjà en faisant mon enseignement sur les marchés, sur les relations économiques, etc., j'étais souvent en contact avec des sujets qui étaient des sujets de politique actuels. Et en particulier, à part le cours de microéconomie, de théorie économique que je donnais, on m'a demandé de donner un cours de politique économique de la Suisse. Et là, alors, j'étais carrément penché sur Berne, essentiellement, mais aussi sur Fribourg, puisque, avec mon professeur, on a fait divers rapports sur l'économie fribourgeoise. Et c'est comme ça que c'est plutôt mon économie qui m'a gentiment mis dans le monde de la politique. Et alors je rongeais un peu mon frein ici à Fribourg en étant au Grand Conseil, parce qu'au Grand Conseil, ce sont des sujets très importants, très locaux, j'ai beaucoup aimé, même d'être syndic de ma commune, mais les dossiers que je maîtrisais de par mon métier, c'est-à-dire les questions monétaires, vous avez parlé du Crédit Suisse tout à l'heure, ou les relations internationales, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la théorie pure des termes de l'échange international, donc j'avais un bagage qui me permettrait, si on me donnait l'occasion, d'aborder avec des connaissances quand même approfondies les sujets qui concernent le pays tout entier. Donc ça me faisait quand même envie de pouvoir y aller. Et puis, j'ai pu être enfin élu au Conseil national, j'ai été non élu une première fois en 86 ou 87, ce qui est toujours un échec est toujours un bon exercice. Et puis en 91, j'ai été élu au Conseil national. Alors je me suis donné à cœur joie, et puis après 2 ans, le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamura m'a fait appeler de la salle pendant la séance, et puis dans son bureau, il m'a dit « Est-ce que tu veux être le surveillant des prix, monsieur Prix, parce que tu es économiste, etc. » Et puis j'ai dit « Écoutez, moi je viens d'être élu au Conseil national, si je dois quitter mon mandat de parlementaire fédéral, ça sera long. Et puis je suis contre l'Union de Fribourg, comment on va faire ça ?»
Alors j'ai dû m'arranger avec l'université, trouver un mi-temps, donc donner un mi-temps à Saint-Michel. Le surveillant du prix, ça représente un mi-temps aussi. Et puis au Parlement, ils ont décidé, à l'époque encore, maintenant ce serait plus possible, le Parlement a décidé que c'était compatible avec ma fonction de conseiller national. Donc le Parlement était d'un 50% aussi. Donc j'ai fait un 150%. Pendant quelques années, c'était vraiment la galère, surtout que je n'avais pas d'équipe qui me permettait de faire mon attache politique, donc ça faisait des heures et des heures. Bref, mais le moment où j'ai senti que la vie pour moi, d'une manière totale, basculait, c'était quelques minutes après l'élection au Conseil fédéral. L'élection a été. On a eu 6 tours pour en écoute, c'était vraiment très long. Et puis vers midi, c'était terminé. On était au rez-de-chaussée du Palais fédéral, on montait vers la salle. On attendait d'aller sur la place fédérale où il y avait une immense foule. Et je me souviens, François Lachac, qui était le député jurassien, et surtout le ministre jurassien, me dit: qu'est-ce que tu attends? La foule t'attend, on peut y aller. Et quelqu'un m'a dit: attends. Et j'ai dû m'arrêter un moment, et j'ai vu qu'autour de moi, il y avait 4 policiers en civil qui faisaient un carré et qui étaient prêts à m'accompagner sur la place. Et c'est là que j'ai compris que pour moi, les liens, rien ne sera plus jamais comme avant. Mais qu'on aura toujours le conseiller fédéral devant ses yeux, que je ne pourrai plus faire comme j'ai envie, je ne pourrai plus raconter toutes les histoires que j'avais l'habitude de raconter, parce qu'il fallait faire attention. Bref, c'est là que peut-être ça a vraiment basculé, pas pour le mal, mais simplement pour une vie tout à fait différente, nouvelle, avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de difficultés. Finalement, refaisons un petit pas en arrière. Nous avons appris que vous aviez fait partie de l'équipe de foot du collège de Saint-Michel. Pouvez-vous faire un lien entre le sport en général et une carrière politique? Oui, il y a des mieux placés que moi pour faire cela, comme notre conseiller fédéral formidable, Adolphe Rogy, qui était l'entraîneur de l'équipe suisse de ski, quand notre équipe, Bernard Rossi et Marie-Thérèse Nadic à Sapporo, ont gagné au Japon, ont gagné des médailles d'or. Mais l'équipe de foot, elle n'a pas passé dans votre revue, il y a une photo de l'équipe de foot des professeurs du collège, parce que moi, je n'ai pas fait de foot dans les clubs de championnat, mais seulement au collège Saint-Michel, avec les professeurs, autant pour le foot que pour le handball. Alors l'hiver, il y avait le handball, et puis l'été, le printemps, c'était le foot, et je jouais au but. Alors c'était très bon, parce que vous me demandez le lien avec la politique, c'est au but qu'on apprend à encaisser. Voilà, chaque fois que vous ramassez un goal, vous devez chercher votre ballon au fond des filets, c'était bien. Mais nous avions une équipe de professeurs à Saint-Michel qui comprenait plusieurs futurs politiciens. Il y avait Claude Chorderet, qui était par la suite le syndic de la ville de Fribourg. Il y avait Denis Clerc, qui était futur conseiller d'État socialiste. Et il y avait Félicien Morel, qui était aussi un futur conseiller d'État socialiste. Donc nous étions 4 à nous battre chaque semaine avec les élèves du collège de football. Et on ne savait pas à l'époque encore que nous ferions de telles carrières. Donc, je pense que la politique et le sport vont très bien ensemble. Et je suis resté très lié au sport, que ce soit de suivre les compétitions, mais surtout pour en pratiquer moi. Intéressons-nous justement à votre carrière politique. Après 8 années passées à Berne comme conseiller national, vous effectuez le grand saut le 11 mars 1999 en étant élu conseiller fédéral du département fédéral des affaires étrangères jusqu'en 2002. Puis, à partir de 2003, vous vous occupez du département fédéral de l'économie jusqu'à ce que vous quittiez le conseil fédéral en 2006 après 8 années à la tête du pays.
nous nous sommes permis d'interroger quelques habitants de Fribourg pour savoir s'ils se souvenaient de vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons réalisé un micro-trottoir pour vous dans les rues de Fribourg, et ceci va vous être projeté. Est-ce que vous connaissez l'homme sur cette photo? Alors, non. Non? Oui, je le connais. C'est Joseph Dice. Ouais, c'est Joseph Dice. Prof d'économie publique Ouais. à lui, et il a fini conseiller fédéral. Fédéral. Et maintenant, il habite là, à côté en haut. Non, ça ne me dit absolument rien. Tu l'as vraiment jamais vu? Non, jamais. Moi aussi, Joseph Dice. Vous savez ce qu'il a fait dans la vie? Oui, tout à fait. J'étais depuis Barbadèche à New York. Je l'ai eu comme prof, c'est extraordinaire comme destin de Barbadèche, qui est peut-être une des plus vives communes, en haut, et il racontait quand il quittait New York, il avait toujours des bodyguards jusqu'à l'avion, en voiture avant, derrière, et quand il arrivait à Genève, il devait prendre tout sur son ticket de train. Alors, monsieur Dice, auriez-vous une réaction suite à ce micro-trottoir? Oui, il y en a qui m'ont dit, je suis un ancien élève. J'ai enseigné au Collège Saint-Michel, à l'Université de Fribourg, à l'Université de Lausanne, à l'Université de Genève, de Zurich, au Poly. J'étais dans des écoles privées. J'ai fait une fois le total des élèves qui ont passé un examen chez moi. Il y en a 20 000. Il y en a 20 000. Alors, c'était pour moi, comme je vous l'ai dit, un plaisir, non pas de les faire rater l'examen, mais de dire, réussir l'examen. Mais c'est surtout pour moi quelque chose qui me frappe aujourd'hui encore. J'ai des tas de gens qui m'apostrophent, mais je suis un de vos anciens élèves. Alors, même mes collaborateurs au département fédéral, quand ils voyagent à l'étranger, ça pouvait être aux antipodes. Quand je donnais une conférence, comme ça, il y avait toujours un ou deux. Je suis un ancien de Saint-Michel, ou bien je vous ai eu à l'université de Fribourg. Bref, je suis content que là aussi certains se soient rappelés être de mes anciens élèves. Parce que, et là je dis aux professeurs, et à vous qui pouvez peut-être l'enseignement ou de la politique, si en politique, vous avez une fois l'occasion de changer la virgule, la place d'une virgule dans un article de loi et que c'est dû à votre intervention, vous pouvez déjà être content. Et si vous êtes enseignant et que dans votre vie, une fois, une étudiante ou un étudiant vient vers vous et vous dit « je vous ai eu comme professeur » ou m'avez apporté quelque chose, eh bien vous avez rempli votre mission. Revenons donc sur votre rôle de conseiller fédéral. Oui. La position de conseiller fédéral est une position convoitée et plutôt difficile à atteindre. À quel moment se dit-on qu'on aimerait devenir conseiller fédéral? À ma sortie de la clinique d'accouchement, n'est-ce pas? J'ai dit, non, j'avais pas l'intention d'être politicien, déjà, vous l'avez rappelé, je suis arrivé relativement tard. Et puis, l'appétit vient en genre. Comme j'étais au Grand Conseil, eh bien, je faisais mon travail, j'avais certaines idées, j'avais lancé une initiative sur la question de l'imposition des couples. Et puis, j'ai été président de la commission pour la révision de la loi scolaire fribourgeoise. Elle remontait à Georges Piton, c'est-à-dire au XIXe siècle, et puis il fallait la remettre à jour. Et c'est ainsi que j'ai eu la volonté de réaliser des choses importantes. Et lorsque j'étais au Conseil national, j'ai eu la chance, et c'est probablement ce qui était l'élément décisif pour mon élection, j'ai eu la chance d'être en 1997 le président de la commission chargée de la révision de la Constitution fédérale. J'avais 36 parlementaires répartis en 3 groupes qui faisaient chacun une partie et il fallait faire passer ça à travers le Parlement. C'était en 1998 que nous terminions notre travail, c'est-à-dire 150 ans après la première version de notre Constitution. Et j'avais vraiment tenu l'affaire en main et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et c'est une fois que j'avais
fait ce travail de président de la commission, que je pouvais dire ici ou là dans les journaux que parmi les papables possibles, il y aurait ce Daïs. Et c'est là que, après, je dis, alors comment on fait? Et il faut mettre en place une stratégie. Vous savez, pour être élu au Conseil fédéral, il faut être vu au Café du Commerce, mais il faut être connu de ceux qui vont vous élire. C'est plus facile qu'une élection populaire. Si vous êtes candidat au Conseil national à Fribourg, comme cet automne, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui seront candidats, vous devez être élu par un public que vous ne connaissez pas parce que vous ne savez pas qui ira aux urnes. Donc à qui faut-il que je m'adresse? Tandis que pour être élu au Conseil fédéral, eh bien c'est l'Assemblée fédérale qui élit. C'est 246 membres, 200 du national, 46 du Conseil des États. Vous les connaissez chacun personnellement. Alors, si vous voulez être élu au Conseil fédéral, vous avez intérêt à avoir des relations avec le maximum d'entre eux. Donc, j'ai toujours essayé, au Parlement, d'avoir un réseau très important, de ne pas attendre une semaine avant, pour aller le dire, est-ce qu'il veut voter pour moi? Mais il fallait, pour cela, avoir une organisation. Donc c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont un peu décantées, que j'ai dit oui, on va essayer d'y arriver. Et ça a marché pour une voix. Vous vous rappelez, j'ai été élu par 120 voix contre 119. Et c'est pour ça que je dis toujours à tous ceux qui me parlent des votation des élections, on dit chaque voix compte. Mais aussi au Parlement, puisque c'était pour une voix de différence, chaque député pouvait dire c'était grâce à ma voix qu'il a été élu. Alors j'avais 120 voix pour finir, mais j'en ai eu 150 qui sont venus me dire qu'ils ont voté pour moi. Et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Vous avez su que vous deveniez conseiller fédéral? Là aussi, j'avais évidemment eu le temps, pendant le mois et demi qui précédait, de réfléchir comment réagir dans un cas comme dans l'autre. Et il m'a fallu 6 tours de scrutin. Premier tour, j'avais 20 mois. J'étais 5e de mon parti. Deuxième tour, j'avais 25, 26. Bref, c'était vraiment le gris. Et c'est seulement à partir du 5e tour que ça a basculé progressivement en faveur de moi. Et j'ai terminé avec 120 voix. Donc vous savez un peu d'arithmétique, 20 voix par tour, ça fait 6 fois 20, ça fait 120. Ça suffit. Mais lorsque le dernier tour est arrivé, évidemment, tout le monde s'est concentré sur Peter Hess, qui était mon adversaire, et moi. Tous les photographes admis au palais fédéral étaient en face de Hess. Un seul est venu en face, mais de moi. Mais c'est celui que j'estimais, moi, être le plus efficace. Et plutôt que de perdre courage, je dis, il y a le photographe qui est là, ça c'est bon signe. Et alors, quand le vote était passé, le résultat était connu, devant moi il y avait Rosemarie Ducrot, peut-être vous vous rappelez, elle était conseillère nationale de Fribourgeois, elle m'a presque étranglé. Il y avait à côté de moi, il y avait François Lachat, de Jurassien, et puis Toumeni Kolomberg, qui m'ont évidemment félicité, etc. Et moi, je me suis tout de suite concentré, j'avais eu le temps pendant les marches qui précédaient de dire quel serait mon discours d'acceptation. Ça n'a pas besoin d'être long, mais chaque mot que je dirais, je l'ai déjà pensé auparavant, ça n'est pas au dernier moment. Ouais. Donc chaque mot que j'allais dire, je l'avais en tête et j'ai fait mes 4-5 minutes pour dire que j'acceptais, bref, ce qu'on dit dans les circonstances de genre. Et j'ai dit, tu ne dois pas trembler pendant la voix qui tremble, mais faire ton discours sans papier, sans rien. Et ensuite, c'était la famille, etc. Si vous deviez définir le rôle de conseiller fédéral, choisirez-vous l'image du décideur ou
de l'administrateur? Le Conseil fédéral, d'abord, est un collège. Est un collège, c'est-à-dire qu'il forme un tout. 7 membres et le chef d'État de la Suisse, ce n'est pas le président de la Confédération, ce n'est pas le président ou la présidente de l'Assemblée fédérale. Le chef de l'État, après la Constitution, c'est le Conseil fédéral dans son ensemble. C'est pour ça qu'il est un collège. La Constitution ne dit pas grand-chose, il y a juste une phrase qui dit « Le Conseil fédéral prend ses décisions en collège ». C'est ce qu'on appelle la collégialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef d'État doit être le leader. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui marche devant et dit « Allez, on y va, venez tous ». Mais quand vous êtes 7, ce leadership, comme disent les Américains, est difficile à mener parce que si chacun des 7, qui est un 7e de chef d'État, dit une autre direction, ça va donner une sacrée débandade. Donc, il faut préciser un peu tout ça. Si vous regardez la Constitution, vous dire c'est quoi la collégialité, elle ne dira rien d'autre. Le Conseil fédéral, c'est un collège. Alors, quand j'ai eu la présidence, il y avait des fuites, etc., un peu comme ce qu'on a vécu il y a quelques semaines aussi avec le Conseil fédéral actuel, en tant que président, j'ai dû leur faire un peu la morale et puis expliquer à l'extérieur ce qu'il y avait. Alors, j'ai dit à mes collaborateurs, aux experts, aux juristes, qu'est-ce que ça veut dire cette collégialité? Est-ce qu'il y a d'autres bases? Alors, ils m'ont dit, oui, il y a une loi sur le fonctionnement des autorités fédérales. Donc une loi qui précise ce que la Constitution veut dire pour le Conseil national, le Conseil des États et le Conseil fédéral. Alors on a pris cette loi, et qu'est-ce qui est marqué dans cette loi? À l'article, je ne sais plus quel numéro est marqué, le Conseil fédéral prend ses décisions en collège. Donc ils ont simplement copié la Constitution qui ne dit pas plus. Donc on n'est pas plus avancé. Et on trouve encore une seule phrase, mais qui a toute son importance, celle qui dit « Le conseiller fédéral, une fois la décision prise sur un dossier, défend la décision du collège. » Alors les journalistes font un plaisir de toujours demander aux autres « Est-ce que vous êtes d'accord ?» Et en principe, je dis la même chose que les... Et on est évidemment attentif aux écarts possibles d'un conseil fédéral qui ne suivrait pas la décision qui a été prise par le collège. On prend les décisions du Conseil fédéral par consensus. Ça veut dire que, en principe, sur les questions les plus importantes, on ne vote pas. Mais on considère que la décision est prise au moment où plus personne ne s'oppose. Ça veut dire que lorsque le Conseil... Alors on peut voter pour les petites choses, est-ce qu'il faut des rideaux rouges ou des rideaux verts pour la salle du Conseil? Là on peut voter 4-3, qu'est-ce que ça peut faire? Mais est-ce qu'on doit entrer à l'ONU? On ne veut pas prendre cette décision à la Belgique. Donc il faut que les 7 soit disent « je suis pour » ou « voterai pour », ou qu'ils disent au moins « là comme il est le dossier, je ne suis pas pour, mais je ne m'oppose pas ». Et c'est ça le consensus. Et c'est la même chose à New York, à l'Assemblée générale, lorsque l'Assemblée prend une décision par consensus, on ne vote pas, pour autant que personne ne réclame le droit de voter, alors on va mettre ça au scrutin. Mais sinon, lorsque c'est accepté par consensus, ça veut dire que l'Assemblée a accepté, mais ça ne veut pas dire que tous les pays ont dit oui à travers un vote possible. Alors, ça c'est la première fonction du Conseil fédéral. Il doit être un leader, un meneur. J'ai essayé de l'être quelquefois. Par exemple, lorsque nous sommes devenus membres des Nations Unies. Et j'ai donné à peu près une centaine de conférences dans les 2 mois qui ont précédé la votation pour convaincre la population, les gens,
que c'était la bonne solution pour la Suisse. Il ne fallait pas dire voter, puis si vous votez oui, je suis d'accord. Non, moi je pense que nous devons y aller. J'ai eu la responsabilité des 2 référendums sur les bilatérales 1 et 2. Même topo, il fallait vraiment entraîner la population à prendre la décision qui nous semble être la bonne. Le conseiller fédéral est aussi, comme vous l'avez dit, est aussi un administrateur, c'est un chef de département. Un département fédéral peut avoir entre 2000 et 6000 collaborateurs, collaboratrices. Alors moi, qui venais d'une fonction non exécutive, mais d'enseignant, bon, j'avais eu des auditoires avec quelques dizaines, même à l'université, parfois centaines d'étudiants, mais je n'avais jamais eu 2000 personnes amené comme chef. Et la veille, quelques jours avant de reprendre le département fédéral des affaires étrangères, oui, les affaires étrangères, c'est des diplomates, c'est des gens qui ont une longue formation, qui ont des bagages parfois très importants, intéressants, bref, tous ces diplomates. Comment je vais faire pour que les 2500 personnes qui travaillent dans mon département demain matin savent que je suis arrivé et qu'ils doivent me suivre. Et c'était le tout début de l'informatique, des mails, etc. Et j'ai dit à mes collaborateurs, est-ce que vous pouvez organiser que demain matin, quand j'arriverai au bureau, je puisse presser le bouton pour que parte un mail à tous mes collaborateurs du département avec le texte suivant. Et puis on a fait un texte. Et c'est comme ça que j'ai pu aborder mes collaborateurs, dire maintenant ils m'ont déjà entendu. Et j'ai mesuré la différence de cette approche par rapport à ce qu'avait mon prédécesseur. Parce que lorsque vous êtes conseiller fédéral, on dit que vous pouvez changer le mobilier si vous voulez du bureau. Vous avez un crédit de tant de milliers, Pourquoi j'ai dit, mais non, je vais changer, je prends ce qu'il y avait pour mon prédécesseur. Alors il est resté en place un petit tableau de bord avec 6 ou 8 touches. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Il m'a dit, ben ça c'est des haut-parleurs qui sont installés dans les bureaux de vos principaux collaborateurs. Alors si vous voulez Fazel, vous pressez Fazel, vous dire, Fazel, venez vite chez moi. Et j'ai dit, non mais ça va ou quoi? Vous me démontez ce truc dans les 5 minutes qui suivent. Si je veux voir Fazel, je lui fais savoir ça autrement qu'en lui envoyant un message par haut-parleur interposé. Et nous étions à l'époque, c'était donc en 1999, Ruth Metzler et moi, les premiers conseillers fédéraux à utiliser les SMS, les mails, etc. Il y a une histoire marrante parce qu'on reçoit de tout. Et puis c'était dans le contexte de l'aéroport de Zurich, où les Allemands ne voulaient plus que les avions arrivent par-dessus la ville, par-dessus le sud de l'Allemagne. Et il a fallu trouver une solution. Évidemment, beaucoup de gens étaient dérangés parce que les avions passaient par-dessus leur toit. Et je recevais des mails un matin, mais vraiment pas très sympa, qui m'engueulent, quoi. Et puis, je lui réponds direct, merci de votre message, je le trouve pas très sympathique, mais je vous souhaite quand même une bonne journée. Le retour du gaillard. Monsieur le conseiller fédéral, excusez-moi, je n'aurais jamais cru que c'est vous-même qui devait lire mon mail. Alors je m'excuse. Alors on a dû faire l'utilisation de ces nouvelles techniques qu'elle s'est venue à nous dire, évidemment, aussi à ce niveau. Alors vous voyez, le conseiller fédéral, il a une fonction double. Il doit être un meneur, il doit être un chef. Peut-être encore une chose, on dit ouais, mais ça va être lourd, etc. Moi, j'ai jamais souffert de la lourdeur parce qu'on a assez de collaborateurs pour faire. On peut s'occuper des grandes choses. Moi, je disais toujours à mes collaborateurs 2 choses. 1, je ne veux pas tout savoir. Je ne veux savoir que le 10% de ce qui passe à travers le département, mais les 10% qui m'importent, qui sont importants, où je dois agir. Et 2, si vous me faites un rapport, jamais plus qu'une page. Alors maintenant, j'ai parlé plus qu'une page, je prends la parole.
Je vois que M. Poisson s'inquiète, je suis un peu dans mes réponses. En parlant des décisions au nom du Conseil fédéral, quels étaient les sujets qui divisaient le plus le Conseil fédéral? La décision qui... Les sujets qui divisaient le plus le Conseil fédéral. Bon, c'était évidemment, d'une part, la question européenne. On a, pendant les 7 ans que j'étais en fonction, on a gagné 6 ou 7 votations sur les relations internationales. On a eu la votation sur les casques bleus, c'est-à-dire est-ce que la Suisse peut envoyer des missions militaires armées au nom de l'ONU, sans être membre, parce que nous étions déjà présents au Kosovo, mais avec des soldats non armés. C'était un des aspects ridicules de la situation, puisque les autres pays nous disaient c'est sympa que nous apportez des soldats qui peuvent mettre des sparadraps quand on est blessé, mais qui ne sont pas armés, donc nous devons leur assurer aussi leur sécurité. Alors, si vous envoyez ces gens, ça ne nous arrange pas terriblement parce que ça nous donne du boulot aussi en plus pour les protéger. Alors on s'est dit, mais ça ne va pas, il faut qu'on puisse envoyer des... Alors il y a eu les casques bleus, il y a eu les bilatérales 1, je suis arrivé au Conseil fédéral au mois de mai, et la première chose que j'ai pu faire, puisque les négociations étaient terminées, c'était d'aller signer, c'était à Luxembourg, ça s'est passé avec le Conseil fédéral Couchepin, les bilatérales 1. Et puis, quelques semaines en 2000 après la votation, j'ai été à Bruxelles voir Patten, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, et je lui ai proposé de faire les bilatérales 2. Je n'avais rien demandé au Conseil fédéral, et ils ont appris ça par le point de presse qu'on a fait, Patten et moi, pour dire qu'on est parti avec 10 nouveaux sujets, dont Schengen, que vous avez probablement déjà pu utiliser aussi pour passer par la frontière. Donc on a eu les bilatérales 2, qu'il a fallu voter aussi. Il y a eu un référendum contre la libre circulation des personnes à cause de l'élargissement à l'est de l'Union européenne, mais ça fait déjà 4-5 votations, le milliard de cohésion. Bref, on a eu une vague qui n'était pas facile parce que déjà à l'époque, la droite, l'UDC en particulier, luttait la contre. Donc c'était vraiment une série qui m'a beaucoup occupé. Et puis, il y avait en même temps, et je l'ai vu au moment de passer des affaires étrangères à l'économie, je suis devenu aussi le chef, parce que chez nous, on a pour un ministère ce que les Français font, ou les Allemands, 5. On est ministre de l'économie, de l'agriculture, de la formation, du commerce extérieur, et peut-être encore d'autres choses. Donc, j'étais devenu le chef pour les négociations des accords internationaux à l'OMC. Vous vous rappelez, je vous ai dit, j'ai fait le doctorat sur la théorie pure des termes de l'échange international. Donc j'avais une formation qui m'aurait permis d'être négociateur. Et j'ai bien raconté une petite anecdote. Il n'y a pas de souci. J'arrive au département d'économie, après les 4 années aux affaires étrangères. Et là, c'est d'autres diplomates, les diplomates économiques, qui viennent chez nous, et on est en train de négocier les réductions de tarifs sur les produits agricoles, alors que les rounds précédents, c'était les produits industriels. Alors là, du temps des négociations sur les produits industriels, on appelait la formule qu'on appliquait la formule suisse. Et maintenant, les pays veulent appliquer la formule suisse pour l'agriculture. Alors, vous devez être contre. J'ai dit, bon, mais qu'est-ce que c'est cette formule suisse, la Swiss Formula? Et ils me disent, non, écoutez, c'est compliqué, le ministre, il n'a pas besoin de savoir les détails. Alors que moi, j'aurais voulu l'analyser. Alors, 2 semaines après, de nouveau, cette Swiss Formula, s'est dit, c'est quoi cette Swiss Formula? Et ben, c'est assez compliqué, écoutez, vous dites simplement que vous êtes compris dans les séances. 2 semaines plus tard, j'ai posé la question, on était préparé, puis ils m'ont redit la même chose, et j'ai sorti ma thèse de doctorat, je l'ai mis sur le bureau. Maintenant, vous rentrez chez vous, vous lisez ça, et puis après, vous déciderez si vous voulez enfin me donner cette formule-là. Je vous laisse continuer. Alain Berset a déclaré que la fondue était son arme diplomatique. Quelle était la vôtre? La quoi? Son arme diplomatique.
la personne derrière vous. Et quelle était la vôtre? Mon arme diplomatique, c'était pas la fondue, mais c'était le fromage suisse. Parce que on avait appris que les Japonais ne voulaient fermer les frontières pour les fromages suisses fabriqués à partir du lait cru, comme le vacherin fribourgeois, le gruyère et d'autres. Et puis, pour nous, en France, c'était quand même pas très réjouissant. Bref, ma première visite à Tokyo était destinée à ça, et puis à voir si on pouvait faire un accord de libre-échange avec les Japonais, mais en même temps, d'essayer de voir le ministre de l'Agriculture japonais pour lui expliquer qu'on risquait rien avec nos fromages, qu'on mange tous les jours, et puis que ça ne nous rend pas malade. Et puis on m'a dit au dernier moment, vous êtes le ministre des Affaires étrangères, mais on a pu arranger une visite de courtoisie chez le Premier ministre. À l'époque, c'était Koizumi, peut-être ça vous dit quelque chose, c'était un Japonais un peu atypique, qui avait les cheveux presque un peu à la Premier ministre Johnson de Grande-Bretagne. Bref, un type très sympa. Puis moi, je m'étais préparé, hein, j'étais tout jeune conseiller fédéral, le Premier ministre du Japon, c'est quelqu'un, bref, j'avais bossé toute la nuit, on avait 15 ou 20 minutes de séance avec lui. Puis on arrive, bonjour toi, puis première question, il dit en japonais, puis on me traduit, le Premier ministre vous demande si l'Orient Express circule toujours en Suisse. Je dis, oh mon Dieu, moi j'ai appris un tas de choses pour négocier avec les Japonais, maintenant ils me demandent un sujet aussi banal que ça. Et puis après je me dis, mais essayons d'être sympas. Moi j'avais fait l'Orient Express du temps où c'était encore des locomotives à vapeur, depuis Lausanne jusqu'à Istanbul. Vous arrivez à Istanbul, vous pouvez aussi aller à Athènes, noir comme un ramoneur, parce que les locomotives étaient à vapeur. Et je lui ai raconté cette histoire. Puis on continue, puis j'entends le mot dans son discours japonais, le mot cheese, parce qu'on m'a dit que les Japonais n'ont pas de mot pour appeler le fromage, parce qu'ils n'en font pas ou ils ne supportent pas trop bien. Et le traducteur me dit, le Premier ministre dit qu'il aime beaucoup manger le fromage suisse. Alors là, il me tend une perche formidable. Je lui dis, monsieur le Premier ministre, entre nous seuls, savez-vous que dans votre département ou votre gouvernement, il y a des gens qui travaillent pour que vous ne puissiez plus manger de fromage suisse? Et puis, il dit, c'est quoi cette histoire? Et comme ça, j'avais la possibilité de lui raconter que le département de l'agriculture, patati patata, on est rentré 2 ou 3 semaines après, mes collaborateurs sont venus me dire, l'affaire du Japon et du fromage est réglée. Alors, la prochaine visite que j'ai faite là-bas, pour le convaincre de faire un accord de libre-échange avec nous, je vais dire à mes collaborateurs, on va lui apporter un fromage, évidemment. Mais il dit, ouais, mais 1 kilo. Je dis, non, un fromage entier. Oui, mais un gruyère entier, c'est 40 kilos. Les mentales, ça peut aller jusqu'à 120, ça va pas. J'ai dit, je veux un fromage entier. Alors, ils ont eu finalement l'idée de la tête de moine. Alors, c'est pas très grand, mais on a apporté de la gironde avec, et Koizumi était heureux. Et on a fait un groupe de travail qui a préparé l'accord de libre-échange entre la Suisse et le Japon. Nous étions avant les Européens, ce qui était évidemment une discrimination positive pour nous, puisque nous avions un accès facilité au marché japonais, alors que l'Union européenne n'avait pas encore. Donc on remercie le gruyère de la Suisse. On parle aujourd'hui beaucoup de la neutralité suisse. Pensez-vous que la Suisse est trop neutre dans le conflit en Ukraine, par exemple? Je pense que les Suisses sont mal barrés pour de nombreux lorsqu'ils pensent que nous aurions trahi la neutralité dans le cadre de ce conflit, notamment en acceptant d'appliquer les sanctions de l'Union européenne. On a un peu quelques minutes, ça demande quand même un peu d'explication. Nous allons dire ce que c'est que la neutralité.
La neutralité, vous ne la trouvez pas définie dans la Constitution fédérale. Et il figure 2 fois le mot neutralité. Une fois pour le Conseil fédéral, une fois pour l'Assemblée, le Parlement fédéral, où il est simplement dit, entre autres, l'un et l'autre doivent défendre l'indépendance du pays et sa neutralité. Donc, la neutralité n'est pas un but. La Suisse n'a pas été créée pour que nous puissions être neutres. La Suisse a été créée pour que nous soyons libres, pour que nous soyons démocratiques, etc. Et à cet effet, la neutralité peut être utile. Historiquement, elle remonte jusqu'à Marignan, 1515 ou plutôt 1516. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il y a eu le traité de Fribourg avec la France, c'est-à-dire la paix perpétuelle entre la France et la Suisse. En 1815, au Congrès de Vienne, on a décidé que la Suisse était neutre. Et c'est en 1907, par les conventions de La Haye, que l'on a défini ce que c'était que la neutralité. Et pourquoi cela pourrait-il être un moyen d'assurer notre sécurité? Parce que la neutralité, ce n'est pas simplement la décision de n'avoir pas d'avis sur un sujet de conflit entre des tiers, mais c'est une sorte de contrat entre les belligérants et le neutre. À savoir que celui qui est neutre s'engage, et les conventions de l'Est sont très claires là-dessus, à ne pas participer d'abord à la bagarre. Donc vous n'êtes pas vous-même dans la guerre. 2, vous ne mettez pas à disposition des soldats, des hommes ou des femmes pour l'un ou l'autre des belligérants. Vous ne livrez pas des armes aux uns et aux autres ou des éléments qui pourraient être utilisés dans la guerre. Et c'est à peu près tout. En échange de quoi? En échange de l'intégrité ou de la garantie de l'intégrité de votre territoire par les belligérants. Alors on peut se dire, bah, si on est neutre, ils ne vont pas nous attaquer. Ça remonte à 1907. Il n'y avait pas la Société des Nations qui a été créée à la fin des années 20, au début des années 20. Il n'y avait pas les Nations Unies, évidemment, qui sont nées en 1945. Et c'était l'époque où on se déclarait la guerre. Alors, la neutralité, ça faisait... Depuis, il y a évidemment eu beaucoup d'évolutions. Mais déjà à ce moment-là, la neutralité ne voulait pas dire qu'on n'avait pas d'opinion. Ça ne voulait pas dire qu'en cas de crime de guerre, le neutre doit dire « nous, on n'a rien vu ». Donc on peut déjà avoir une opinion. Et puis, pour les sanctions, déjà là, c'est probablement le fait de reprendre des sanctions qui est le rôle du neutre et non pas l'inverse, comme on a prétendu dernièrement à propos de l'Ukraine. À savoir, si les Allemands ou les gens de l'Union européenne, les Américains, prennent des sanctions contre la Russie, et que la Suisse ne reprend pas ces sanctions, ça veut dire que la Russie peut contourner les sanctions des autres en utilisant les banques, le commerce ou n'importe les institutions suisses. J'ai oublié de dire dans la définition de neutre, il ne doit pas non plus mettre à disposition son territoire, c'est-à-dire laisser passer les armées. Alors, ne pas appliquer ces sanctions aurait signifié on prête aux Russes non pas notre territoire en tant que mètre carré comme le font maintenant les Biélorusses, en laissant faire l'installation d'armes nucléaires stratégiques, mais nous aurions mis à disposition des Russes notre paysage bancaire, notre paysage économique, pour contourner les sanctions. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ, ne pas appliquer les sanctions de l'Union européenne, c'est en fait prendre fait et cause pour Poutine.
Et si nous devons choisir entre les criminels de guerre et ceux avec qui nous partageons l'essentiel de nos valeurs, j'espère qu'il n'y aura pas de doute quant à la décision à prendre. D'ailleurs, ça n'a pas été une innovation déjà lors de la guerre du Kosovo. C'était un des premiers trucs que j'avais à résoudre en arrivant aux affaires étrangères en 99. Mai 99, j'arrive, au mois de juin, c'est le sommet de la guerre au Kosovo. L'Union européenne applique des sanctions. Est-ce que nous devons les appliquer aussi? Par exemple, il y avait la sanction de ne pas livrer du pétrole et la sanction de ne plus faire de vol sur Belgrade. Ne pas le faire, c'était se comporter en profiteur de guerre, parce que tout le monde aurait pris l'avion pour aller à Belgrade en passant par Zurich et Suissel. Est-ce que c'était contre la neutralité? Ah bon, moi j'étais nouveau dans tout ça, j'ai réuni nos spécialistes, juristes, etc. Nous sommes parvenus à la conclusion que nous devions appliquer des sanctions. Nous les avons appliquées, même n'étant pas membres de l'Union européenne, et personne n'a crié au secours à cause de ça. Et j'ai été étonné qu'il y a une année, on a discuté comme si c'était tout nouveau, c'était la première fois, etc. Non, c'était simplement la continuation de la politique que nous avons toujours appliquée. Maintenant, quand on passera à l'ONU, probablement on dira encore un mot, mais quand on a voulu adhérer à l'ONU, on a dit, mais adhérer à l'ONU, c'est renoncer à la neutralité. Et ça n'est pas vrai. Et on a démontré, et la Suisse est membre des Nations Unies maintenant depuis une vingtaine d'années, notre neutralité n'a jamais été mise en cause. La première fois qu'elle est mise en cause, c'est maintenant, mais ce n'est pas parce qu'on est membre de l'ONU, c'est parce qu'on n'est pas membre de l'Union européenne. Parce que vous voyez, pour Poutine, et c'était vrai aussi pour les Nations Unies, lorsqu'il y avait l'Irak, la guerre en Irak, l'ONU a pris des sanctions, nous les avons reprises. Pourquoi? Est-ce une amélioration dans l'ONU et pas par rapport à l'Union européenne? Lorsque le Conseil de sécurité prononce des sanctions, désormais, depuis que nous sommes membres de l'ONU, nous sommes tenus de les appliquer, mais ça n'est pas une décision unilatérale de la Suisse, c'est une décision de la communauté internationale, et l'ONU aujourd'hui, avec 193 membres, atteint presque l'universalité. Donc, ce n'est pas une décision des Suisses contre l'Irak, mais c'est une décision de la communauté internationale dont nous faisons partie, dont fait partie l'Irak aussi. Et là maintenant, dans le cas de l'Union européenne, Poutine a réagi. Il a dit, les Suisses, vous avez abandonné votre neutralité parce que vous avez appliqué les sanctions de l'Union européenne. Alors, nous eussions déjà été dans une situation plus confortable si nous avions pu dire, mais on est membre de l'Union européenne, on ne peut pas faire comme on veut, on est membre. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Tandis que n'étant pas membre, Poutine peut dire, c'est vous les Suisses qui avez décidé, vous n'êtes pas membre de l'Union européenne, vous n'étiez pas obligés de les appliquer. Donc, comme vous les reprenez, c'est vous qui prenez une décision contre nous. Vous n'êtes plus neutre. Bon, ma première réponse était, cher Poutine, depuis le temps que nous lui dit que ce n'est pas une guerre, tu devrais savoir que la neutralité, ça ne concerne que les gars de guerre, donc il peut y avoir un problème puisque tu dis que ce n'est pas une guerre. C'est pas une bonne réponse. Mais enfin, vous voyez que le fait d'être membre d'une organisation plus grande nous met à l'aise dans des situations de ce genre. Dernier point là-dessus pour l'Ukraine, on pourra développer si vous voulez, mais c'est la question de la livraison d'armes. Je pense que depuis que nous sommes membres des Nations Unies, depuis que les Nations Unies existent, la neutralité n'a plus la même dimension. Nous devons nous adapter. Et lorsqu'il est question de crimes contre l'humanité, lorsqu'il est question de crimes contre les prisonniers de guerre, etc., alors nous devons avoir une opinion tout à fait franche et dire nous n'acceptons pas ça. Et ça n'a rien à voir avec notre neutralité. Mais nous devons aussi dire, à un moment donné, nous devons choisir notre camp. Est-ce que nous sommes maintenant dans le camp des Russes ou est-ce que nous sommes dans le camp des pays qui soutiennent l'Ukraine? Et la réponse, à mon avis, est très simple.
J'ai là l'article, si vous voulez, numéro 2 de la Charte des Nations Unies. Article numéro 2, que nous avons signé en acceptant la Charte, que les Russes ont signé en acceptant la Charte, que les Ukrainiens, pays fondateurs des Nations Unies, ont signé la Charte. Enfin, tous les 193 ont accepté la Charte. Et l'article 2 dit à son premier alinéa, chaque pays membre a la même indépendance souveraine. Alors, lorsqu'un pays ne respecte pas le premier article important de la Charte, tous les autres membres devraient dire, hey, voilà, Poutine, t'as signé là. Mais vous avez bien vu qu'on se moque de cela. Alors, ça nous libère évidemment au niveau de la neutralité. Donc, et puis, il y a un dernier point. Les Allemands voulaient apporter ou remettre aux Ukrainiens les munitions que nous leur avons vendues. Alors évidemment, dans le strict droit de neutralité, on ne peut pas faire de tels contours. Mais on a vendu ces munitions, maintenant on ne savait même pas qu'il y aurait une guerre en Ukraine. Donc il faut adapter notre système parce que à l'extérieur, c'est incommunicable ce qui est en train de se passer. Je vous rends la parole. Merci. Profitons maintenant de tendre le micro au public pour toutes les questions qu'il pourrait y avoir, mais qui ne traitent pas de l'ONU dont nous parlerons dans notre dernière partie. Namaria, l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne, est-ce qu'elle est souhaitable et si oui, est-ce qu'elle est possible? Je n'ai pas bien compris, vous pouvez mettre les mots tout près. Oui, bien sûr. L'adhésion de la Suisse à l'Union européenne, est-ce qu'elle est souhaitable et si oui, est-ce qu'elle est possible? Alors, vous avez devant vous un des derniers Mohicans. Je pense que non seulement elle est possible, mais elle est souhaitable. Lorsque je me suis battu pour que la Suisse devienne membre des Nations Unies, les adversaires ont dit on va perdre notre neutralité, on va perdre notre souveraineté, etc. Tout ça ne s'est pas produit. La Suisse n'a pas perdu une once de souveraineté, au contraire. La Suisse a repris des souverainetés auxquelles elle avait renoncé volontairement. Maintenant, nous pouvons pas seulement mettre notre drapeau à Genève et à New York devant le palais de l'ONU. Moi, j'en ai souffert de ça, que notre pays ne soit pas dans la communauté universelle. Eh bien, finalement, aujourd'hui, nous siégeons, nous serons, dès le mois de mai, nous serons présidents pendant un mois du Conseil de sécurité. On a gagné en souveraineté, franchement. Et on n'a rien perdu de notre neutralité. Alors, j'en viens à l'Union européenne. C'est exactement la même chose. J'ai d'ailleurs réaffirmé cela, vous avez parlé du cachalot dans ce bouquin, et moi j'ai. Bien qu'en Suisse, ce n'est pas le moment d'un grand débat sur l'adhésion, mais ça revient. Vous avez peut-être pu voir que les Suisses se disent et si les Russes étaient devant nos portes et que nos voisins nous disent, lorsqu'on les demandera de venir nous soutenir, but you're not a neighbor. Ouais. Donc, est-ce que nous ne devrions pas reprendre ce dossier pour dire, mais quels sont les risques? Encore une fois, là aussi, si nous participons à l'Union européenne, nous gagnons en souveraineté. Dans tous les domaines. Regardez les pays membres qui ne sont pas d'accord, ils ont beaucoup de possibilités d'ennuyer les autres ou de défendre leurs intérêts. Et la Suisse n'est pas un petit pays. Moi, j'ai toujours défendu à mes collaborateurs d'écrire des lettres où je commençais la Suisse en tant que petit pays de ceci ou cela. On n'est pas un petit pays, on n'a pas une grande surface, on n'est pas une grosse population. Mais si vous prenez l'économie, on est numéro 20 mondial pour notre économie nationale, pas par tête, dans l'absolu. Donc si nous sommes membres de l'Union européenne, nous ne serons pas les 3-4 grands que sont l'Allemagne, la France, la Pologne ou l'Espagne.
Mais notre produit national, il est pratiquement égal à celui de l'Italie. Donc nous serions quelqu'un qu'on doit écouter. Alors pourquoi nous ne saisissons pas cette souveraineté? Alors on vient avec la neutralité. L'Autriche est neutre, vous voyez, les Finlandais, les Suédois, ils étaient membres, ils sont neutres, ils ont des problèmes à s'en défaire parce qu'on s'oppose à leur adhésion à l'OTAN. On va avoir des salaires plus bas. Bon, on va avoir du chômage. On a le 10% de la libre circulation de toute l'Europe se trouve en Suisse. Et qu'est-ce qu'on entend quotidiennement? Nous n'avons pas assez de personnel qualifié. Donc, moi, je suis à fond pour une adhésion à l'Union européenne, et c'est faisable techniquement. Est-ce que politiquement c'est faisable? Si on vote maintenant, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Il y a peu de chances que ce soit oui. Enfin, peut-être je vous sous-estime. Je pense que là, nous avons fait une erreur historique en 1992, lorsque nous avons refusé l'espace économique européen, qui n'était pas une solution parfaite, parce que la solution parfaite, pour moi, c'est l'adhésion, mais qui était beaucoup mieux que ce que nous avons maintenant. Et certains disent, le peuple a toujours raison. Le peuple aussi peut se tromper. Et surtout, maintenant, dans le conflit de l'Ukraine, lorsqu'on dit est-ce que la Suisse est trop neutre ou pas, je vous dis aussi que chaque peuple, parfois on dit que la Suisse c'est pas un peuple parce que nous avons 4 langues, mais nous sommes une nation, quand même, un État. Un peuple comme est la Suisse, comme tous les peuples du monde, doit avoir une morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a qu'à voir une constitution qui dit que la Suisse s'engage pour un monde pacifique, un monde démocratique, la protection des droits humains, etc. C'est ça les valeurs. Et que fait l'Union européenne? Elle a les mêmes valeurs. Nous sommes membres du Conseil de l'Europe qui défend toutes ces valeurs. Qu'est-ce que nous avons à perdre? Il faut un peu de courage. D'autres questions? Vous avez d'autres questions? Alors, si vous souhaitez rejoindre la zone, l'Union européenne sociale, est-ce que vous trouvez également souhaitable de rejoindre la zone euro? La zone euro est une réussite. Il faut dire. Où seraient les Français s'ils n'avaient même pas l'euro? Où seraient les Italiens sans l'euro? Alors évidemment, nous, on est dans le top 5, et puis on pense que le franc suisse, voilà. Hein. Je pense qu'à long terme, en tant qu'économiste, je recommande l'euro. D'ailleurs, on a vu ces jours passés qu'on n'est plus nécessairement tellement au-dessus des nuages pour nous permettre n'importe quel looping. Donc, peut-être un jour ça pourrait devenir. Je ne pense pas que ce soit absolument indispensable parce qu'il y a d'autres pays de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'euro. Donc, une adhésion ne signifierait pas, à mon avis, le passage immédiat. Et je vais vous apporter l'histoire du franc suisse. Vous aimez le franc suisse? Non? Certainement. Pas tellement. Enfin, les Suisses sont fiers. Les Suisses sont fiers de leur franc, parce que dans le temps, il fallait 3 ou 4 euros pour un franc. Maintenant, il n'en faut plus qu'un pour un franc suisse. Vous savez quelle est l'origine du franc suisse? En 1848, j'ai dit que cette constitution a été faite en 1848. Il circulait, c'était l'époque de la monnaie métallique. Alors chaque canton avait une monnaie, il y avait le Pax fribourgeois, le Pax bernois, le Pax, etc. Circulaient dans notre pays 400 sortes de pièces de monnaie. Alors un des objectifs de notre constitution fédérale était de créer l'unité monétaire pour tous les cantons. Et en 1850, on a créé le franc suisse. Mais il fallait à l'époque
du métal, puisque dans chaque pièce, il devait y avoir une certaine quantité de métal précieux, de l'or ou de l'argent. Et pour approvisionner tout le marché suisse en un seul jour, ce n'était pas possible. Alors, on a défini le franc suisse comme étant équivalent à 5 grammes d'argent. Les pièces de 5 francs que vous avez encore étaient un petit peu plus grandes. C'est une, elle pesait 25 grammes d'argent. Pourquoi a-t-on choisi cette parité? Parce que c'était aussi la parité du franc français, qui était définie par 5 grammes d'argent. Ce qui fit que la monnaie française pouvait circuler librement en Suisse, puisqu'il y avait la même quantité de métal précieux, et réciproque. Et en 1865, la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie et la Grèce ont créé l'Union monétaire latine. C'est-à-dire que la lire italienne, le drachme grec, le franc français, le franc suisse, les 6 monnaies circulaient librement dans les 6 pays. C'était une sorte d'euro. Alors quand on dit de ce que vous êtes pour l'euro, pourquoi pas, parce qu'on a déjà été une fois. Ça a duré de 1865 jusqu'en 1920. Et je me souviens encore que ma grand-mère, lorsqu'elle parlait de la pièce d'or suisse, ne parlait pas du Frédéric, que vous connaissez peut-être, ces pièces d'or qui sont encore existantes, mais elle parlait du Napoléon. Parce que le Napoléon était la pièce d'or française, et on en trouvait beaucoup plus chez nous que les Frédéric. Alors, vous voyez, il ne faut pas avoir peur de l'eau. Merci pour vos réponses. Comme vous le savez, notre option s'intéresse fortement au fonctionnement de l'ONU. C'est pour nous une chance de pouvoir en parler avec vous. Effectivement, en 2010, 4 ans après votre départ du Conseil fédéral, vous êtes élu président de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est une position très importante au plein cœur des Nations Unies. Nous aimerions bien en apprendre plus à propos du rôle du président de l'Assemblée générale de l'ONU, ainsi que de votre expérience durant l'année passée à remplir ce rôle. Après une première tentative ayant échoué en 1986, la Suisse adhère à l'ONU le 17 septembre 2002. C'est vous qui avez lancé la procédure de consultation. Que représente cet accomplissement pour vous? C'est évidemment pour moi le principal objet que j'ai traité pendant ma période ou phase politique, le conseiller fédéral, et même après. Et vous savez, lorsque j'ai été nommé au Conseil fédéral, au mois de mai 1999, au mois de juin, j'ai été à Genève, parce qu'on m'avait dit, il y a Kofi Annan, qui était le secrétaire général des Nations Unies, qui était à Genève, pour le rencontrer. Et j'ai dit, alors je suis arrivé à Genève, et puis je me suis énervé déjà, parce qu'évidemment, on n'était pas membre, on est en Suisse, vous vous rendez compte. L'ONU a son siège européen en Suisse, il y a tous les rapports, à l'époque il y avait 190 membres, et il n'y a pas de rapport suisse. Et rien que pour ça, il faut qu'on ait des membres. Et je vois Kofi Annan, je dis, monsieur le secrétaire général, je peux vous dire une chose, mon premier objectif, c'est de faire de la Suisse un membre des Nations Unies. Je dis, oh, fantastique, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je dis, monsieur le secrétaire général, ne faites rien, surtout ne faites rien, parce que les Suisses vont se fâcher si un étranger vient leur dire ce qu'il doit faire. Et puis on est parti dans la campagne, et puis c'était une période de rude, mais on a gagné. Et un des moments pour moi vraiment émouvant fut, c'est notre photo préférée de ma femme et de moi, fut lorsque, après la cérémonie d'accueil, où l'Assemblée va nous voter ou applaudir pour faire membre, on sort devant le bâtiment de l'ONU et on prend le bas du milieu, même si ce n'est pas celui définitif, c'était celui du Portugal. Et on a hissé le drapeau suisse à New York.
Et fanfare qui jouait l'hymne national, évidemment. J'ai pas pleuré, mais j'avais quand même les yeux un peu mouillés. Et j'étais avec ma femme, on s'est embrassés, et c'est notre consul général de New York qui, en cachette, nous a photographiés. Aujourd'hui, c'est notre photo préférée sur ma bibliothèque. Et j'ai eu un moment d'émotion tout aussi grand en 2011, au mois de juin, lorsque j'ai pu présider l'Assemblée générale pour l'adhésion du dernier membre qui a rejoint les Nations Unies, pour l'instant, le 193e, mais ça fait 12 ans maintenant, il n'y a pas eu d'autre nouveau. On attend les Palestiniens, et puis d'autres encore, Kosovo peut-être. J'ai pu présider à la réunion qui admettait le Soudan du Sud, avec la capitale Nouba, je crois. Les Soudanais du Sud, c'est tous des basketteurs en herbe, parce qu'ils ont tous 2 mètres et plus. Et ce peuple qui avait connu une guerre, ils sont toujours en guerre d'ailleurs malheureusement, mais une guerre qui a fait 2 millions de morts, pour qui l'adhésion à l'ONU était au fond la consécration de leur statehood, comme on dit, leur nature de nation, d'État indépendant, leur représentant qui avait eu alors des larmes vraiment aux yeux, de pouvoir présider. Ça m'a rappelé évidemment notre adhésion, qui n'était pas aussi dramatique, puisque nous ne sortions pas d'une guerre, mais plutôt d'une disette ou d'un désert de refus auparavant. Mais ce fut pour moi vraiment aussi un moment très élevé. Avant de poursuivre, M. Dice, regardons ensemble ce que pense la population fribourgeoise de l'ONU. L'autre question, c'est est-ce que vous pensez que l'ONU, ça va subsister? Qu'est-ce que vous pensez de cette organisation? Mon avis personnel sur l'ONU, c'est que pour l'instant, c'est les États-Unis qui sont envahisseurs dans leurs décisions et dans leurs propositions, et j'ai l'impression que toutes les décisions prises par l'ONU sont vachement un prétexte américain. Et j'ai l'impression que les autres pays ne prennent pas autant d'ampleur que l'Amérique, et je crois moyen en l'ONU. Évidemment, elle a encore une utilité. Au contraire, aujourd'hui, je pense que son rôle est d'autant plus primordial au vu des conditions actuelles, sociopolitiques. Finalement, la bonne question, c'est est-ce qu'il faudrait actualiser le système actuel de l'OTAN, qui a été mis en place dans des conditions géopolitiques qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Ce qu'on appelait à l'époque les pays en voie de développement prennent plus de place sur la scène politique. Donc effectivement, est-ce qu'il y aurait une réflexion à faire à ce niveau-là? Voilà, c'est une question de pouvoir de force entre les différents pays décideurs. Alors moi je suis plutôt optimiste, donc je dirais oui. Une utilité qui doit être renforcée au maximum pour éviter des débordements de part et d'autre. Je pense que malheureusement c'est un rôle un peu hypocrite l'ONU. Dans l'idée où toutes les résolutions qui sont appliquées, souvent elles peuvent être réfutées d'un seul geste de main. Je pense notamment à la résolution vis-à-vis de l'Ukraine, où la Russie a appliqué son droit de veto sans même réfléchir. Donc je trouve que l'ONU perd un peu de son principe où elle peut appliquer des règles sur la communauté internationale. Après, ça reste quand même un organisme qui permet la réflexion et qui permet aussi de justement rappeler qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Donc il y a quand même un but moralisateur qui peut peut-être réveiller les consciences. Et je pense que ça participe au fait qu'on moralise tous, on considère tous cette guerre en écrivant de mauvaises choses, c'est que l'ONU il participe de son rôle moralisateur. Alors, Monsieur Dice, partagez-vous certaines opinions entendues dans cette vidéo? Il y a beaucoup de positifs. J'ai souvent entendu l'ONU ne fait rien, etc. D'abord, la première intervention accusant les Américains de faire de l'ONU leur instrument, c'est à côté de la plaque parce que c'est exactement le contraire. Si les Américains avaient voté sur leur adhésion ou non à l'ONU, ce serait probablement non. Donc les Américains n'ont pas besoin de l'ONU pour se faire rendre justice ou leurs droits.
c'est beaucoup plus les autres pays. Mais il faut savoir aussi que l'ONU a été créée déjà pendant la dernière guerre mondiale. C'était le groupe des pays de l'Atlantique et leur charte est devenue progressivement la charte des Nations Unies qui a été adoptée en 1945 à San Francisco. Et c'est évidemment le résultat du groupe de vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les vaincus de la Deuxième Guerre mondiale, au début, ne faisaient pas partie des Nations Unies. Donc il ressort aujourd'hui toujours cet aspect, c'est notamment avec le droit de veto du Conseil de sécurité, qui est une erreur historique aussi, qui était connue à l'époque, mais pour les 5 ans, la Russie en particulier, ou bien c'est ça, ou c'est rien. Donc, si vous avez les Nations Unies sans les États-Unis, sans les Chinois, sans les... etc., ça ne sert à rien non plus. Donc, on a introduit cette erreur qui nous bloque, par exemple, maintenant. Moi, je suis très positif dans le sens que, au niveau des pays, moi, ce sont tous des États. Il n'y a pas de pouvoir supérieur, sauf si l'un des pays, comme la Russie maintenant, parce qu'elle est forte, se croyait forte, envahit un autre pays. Là, on a quand même créé une enceinte où chacun a admis de respecter la souveraineté des autres. Or, s'il y en a qui signent des traités internationaux et ne les tiennent pas par la suite, il est évidemment difficile d'aller à contre, parce qu'il n'y a pas de super pouvoir qui permettent de traiter bien. Alors on a créé un instrument important, ce Conseil de sécurité, qui peut déléguer des détachements militaires, des troupes, des mesures de toutes sortes, pour essayer de faire revenir la paix. Mais les 5 qui ont le droit de veto peuvent échapper à cela. Et puis d'un autre côté, alors beaucoup de, comme vous et moi, sont énervés de voir ça, pourquoi on bloque, et surtout, ils ne sont pas seuls les Russes, ils en ont quelques-uns qui les soutiennent, et beaucoup qui s'abstiennent aussi. Puis d'un autre côté, réfléchissons à ce que serait le monde si nous n'avions même pas l'ONU. Les Russes ont fait comme ils l'entendent, mais à cause de l'ONU, et pour le moment, ils n'ont pas envie d'en sortir. Ils ont dû s'expliquer, ils doivent s'expliquer devant tout le monde. Il y a eu des débats qui étaient quand même instructifs. On voyait la vraie nature de leur volonté, ou la perversité de leur volonté même. Donc il y a une enceinte où on parle. L'ONU n'est même pas le Parlement parce que les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas coercitives pour les membres. Mais évidemment, il y a des questions à se poser. Si vous signez une résolution, après vous ne la respectez pas. En revanche, les décisions du Conseil de sécurité sont obligatoires pour les membres de l'ONU. Donc si le Conseil de sécurité décrète des sanctions, les membres de l'ONU doivent les appliquer. Mais les pays à veto peuvent s'opposer. Alors c'est un cercle vicieux dont il n'est presque pas possible de sortir sans la volonté, en tout cas, des 5 détenteurs du veto. Pourquoi? D'abord, lorsque c'est des mesures qui les concernent, ils peuvent opposer leur veto. On l'a vu maintenant avec la Russie. Donc ça bloque. Alors il faut changer la charte pour enlever le droit de veto. À l'Assemblée générale, il n'y a pas de droit de veto. Tous les pays ont une voix. Les Américains, comme les Suisses, comme Tuvalu qui n'a que 10 000 habitants. Le changement de la charte doit être voté par, sauf erreur, les 2 tiers de l'Assemblée générale et entre en vigueur lorsque les 2 tiers ont ratifié, y compris les 5 pays à veto. Ce qui signifie que les pays à veto ont aussi le veto sur les changements de la charte. Donc ils ne vont jamais accepter de supprimer le droit de veto. Moi je ne vois pas Donald Trump aller au Capitole dire à l'Assemblée de leurs députés
écoutez, les États-Unis renoncent à leur droit de veto aux Nations Unies. Donc, quand j'ai été président, j'ai évidemment travaillé à l'amélioration de la situation du Conseil de sécurité, mais j'ai dit aux gens, vous devez être réaliste. Ça ne sert à rien de viser le top, puisqu'il est inaccessible. Essayons d'arriver au moins plus près, de trouver certains aménagements qui permettent de rendre le fonctionnement plus crédible. Évidemment, le président de l'Assemblée générale, il est en fonction pour une année. Pour un sujet comme cela, c'est trop court. Mais j'avais réussi à faire un club, parce que dès qu'on fait avancer quelque chose, il faut avoir des soutiens. Alors, j'avais une idée qui permettait d'élargir un peu le Conseil de sécurité, pas de nouveaux droits de veto, mais une façon d'introduire quelques membres permanents nouveaux, un pour l'Asie, un pour l'Amérique latine, un pour l'Afrique. Et j'ai essayé d'obtenir le soutien d'un certain nombre de pays, et aussi des pays à veto. Et j'ai commencé, on appelait ça le club de Friends of the President. Vous savez comment on appelle le président de l'Assemblée générale à New York? On dit le PGA. On dit le PGA, c'est pas seulement quand on prend une bière, mais en assemblée, le PGA, President of the General Assembly. D'ailleurs, le président des États-Unis, quand Clinton est venu à Genève, au début j'étais au Conseil fédéral, on l'a reçu à Genève, et puis il y avait dans la salle où on allait le recevoir, il y avait des sièges, et puis sur le siège, il y avait un immense panneau, c'est marqué POTUS. Puis je dis, qu'est-ce que j'ai fait avec vous? J'ai dit, tu sais ce que c'est, POTUS? Je ne savais pas non plus. Alors on a demandé à un des Américains, il s'agit de President of the United States. Donc, POTUS, c'était le fauteuil réservé à Clinton. Je reviens au PGA, donc on appelle ça le PGA, le président de l'Assemblée générale. Alors j'ai pris mon bâton de pèlerin, puis j'ai été voir toutes sortes de pays. D'abord à New York, avec les représentants, il y a des pays qui me soutenaient, d'autres moins, les Américains voulaient voir, this is not a good idea. Donc rien à faire, on n'y ira pas. Le russe, Turkin, j'avais été le voir, et puis il me dit, c'est quoi votre opinion du Conseil de sécurité? Et puis j'ai dit, écoutez, if I tell you, you will kill me. Et puis il me dit, no, we don't want to kill you. Stone, maybe. Lapider, peut-être. Alors, il ne voulait pas être membre. Alors j'ai été voir les capitales, j'ai été les Chinois, ils ne voulaient pas être membres. Moi, j'ai laissé la poussière du temps se reposer, et puis après on verra. J'étais à Moscou, c'est le ministre des Affaires étrangères qui m'a accueilli, Lavrov, qui est devenu pour moi un pantin incompréhensible, parce que c'est le meilleur connaisseur des Nations Unies. Et il a été représentant des Russes là, et puis à l'époque, c'était un des diplomates de tête. Aujourd'hui, c'est une manière de mignonne quand il raconte des insanités. Bref, il m'a reçu, et puis je lui ai raconté mes plans, et puis c'est lui qui m'a dit, vous devriez faire un club du président. Puis il dit, c'est une bonne idée. Est-ce que la Russie est membre, puisque vous avez l'idée? Il dit, yes. Bon, lui, on va parler l'anglais. Alors, je suis rentré à New York, j'étais chez Turkin, on dit congratulations, you're a member of my club. Alors, Turkin, qui ne voulait pas en être, il a dû venir, les Américains sont venus. Bref, j'avais une vingtaine, trentaine de pays qui me soutenaient dans la tentative de faire quelque chose. Mais c'était déjà le mois de juin, juillet, puis ça s'arrête fin août, et puis à partir de mi-juillet, il n'y a plus personne, et puis ça fait tout. Il est temps maintenant de répondre à quelques questions du public au sujet de l'ONU. Allez-y. Dites du mal de l'ONU. Là, il y a un mec qui se lève. Allez, un peu de courage. On m'a dit que vous jouiez à l'ONU, là, avec le Students United Nations. Alors, allez-y. Bonjour. Si vous aviez un truc à changer à l'ONU, ce serait quoi? Par exemple, changer à l'ONU? Ouais, supprimer le droit de veto ou quelque chose comme ça. C'est pas de changer quelque chose à
il y a d'abord le Conseil de sécurité que j'aimerais être mieux réparti entre les régions. Vous voyez, il y a 15 membres du Conseil de sécurité, 5 c'est les permanents. Alors on ne peut pas toucher. Mais vous voyez qu'il y a les États-Unis, la France, l'Angleterre, 3 du monde occidental. Et il y a la Russie et la Chine. Alors il faudrait pouvoir mettre d'autres pays qui sont aussi des leaders. Pour l'Asie, il y a le Japon qui voudrait, il y a l'Inde qui aimerait. Pour l'Amérique latine, c'est le Brésil qui voudrait. Pour l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud qui voudrait. Il y a dans la charte un article qui dit que les membres, alors tous ces pays ont été des membres non permanents du Conseil de sécurité, comme la Suisse et l'est pendant 2 années. Mais la charte, elle dit le pays sortant de ces non permanents ne peut pas repostuler immédiatement pour faire encore 2 ans. Vous devez faire une pause. Et moi j'aurais écouté si on enlève cet article, et que les Africains, parce que c'est chaque région qui propose, et que les Africains sont d'accord que chaque fois il y a au moins l'Afrique du Sud, par exemple qu'à élire l'Afrique du Sud, et puis comme ça vous avez un membre permanent. Vous n'avez pas encore de droit de veto, mais c'est déjà ça. Et c'est la même chose pour l'Inde, pour le Brésil, pour l'Amérique latine. Il y a une grande différence entre ma proposition et celle des membres permanents. Et c'est peut-être ça qui, entre eux maintenant, qu'il faudrait changer. Quel est le privilège du membre permanent? C'est qu'il n'a pas besoin d'être réélu. Si la Suisse veut être membre du Conseil de sécurité, pendant 4-5 ans, on a fait campagne pour pouvoir finalement occuper le poste pendant 2 ans. Ça veut dire quoi? En anglais, on appelle ça accountability. C'est-à-dire que si tu veux être élu au Conseil de sécurité, tu dois rendre des comptes. Comment vas-tu voter sur ceci ou cela? Vous voyez tout de suite que si vous devez être élu, c'est comme les politiciens, si vous êtes au Conseil fédéral, ben, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Donc si vous avez des membres permanents, eux ne sont pas accountable. Ils ne sont pas obligés de rendre des comptes. Ils peuvent faire ce que la Russie, elle peut faire ce qu'elle veut, mettre son veto, elle est quand même membre du Conseil de sécurité. Donc, ce qu'il faudrait, c'est parvenir à une meilleure accountability au sein des Nations Unies. Et moi, j'avais placé ma présidence, le président de l'Assemblée générale, et là pour une année, il choisit un thème général. Et moi, j'ai choisi le thème de la global governance, donc la gouvernance globale ou mondiale. Mais ça avait commencé, on n'aime pas ça, il n'y aura jamais de gouvernement mondial. Et je dis, mais je ne veux pas le gouvernement mondial, mais je veux que l'on trouve de nouveaux moyens pour gouverner dans des sujets qui concernent le monde entier. Par exemple, l'environnement. Je ne sais pas si vous triez des ordures ou ces trucs-là, c'est bien, mais si les Suisses ont les 100% propres, ça ne fait même pas 1% de la pollution mondiale. Donc c'est, pardonnez-moi l'expression, c'est la souris qui fait pipi dans le Pacifique. Il faut que nous soyons tous ensemble, mais comment les ramener? Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé le moyen qui soit efficace. On fait des conférences et des reconférences, etc., des nuits entières, et c'est là qu'il faut réfléchir à de nouvelles méthodes, parce qu'il y a des problèmes qui se posent à la planète que le pays individuel, même la Chine ou les Américains seuls, ne peuvent pas résoudre. Et c'est pour ça que ces efforts que nous consentons, qui sont louables et tout, sont vains si nous n'arrivons pas à rassembler tout le monde. Le terrorisme, le développement, la pauvreté. On a eu des succès énormes. Moi j'ai eu l'année 2010 était la 10e du projet de l'an 2000. On a dit en 2015 on veut avoir
divisé par 2 la pauvreté mondiale. Et on en était à 1 milliard 800 millions de pauvres dans le vie. En 2010, quand je suis arrivé, on a marqué le coup, et c'était les 2 tiers du parcours jusqu'en 2015. Et puis tout le monde disait, on n'arrivera pas à ça, j'ai donné comme film. Et j'ai vu que le nombre de personnes dont le revenu était inférieur à $1 ou égal à $1 par jour avait diminué de plus que moitié. On était en dessous du million. Et j'ai dit, arrêtez de nous inventer toujours. Sur un des sujets, évidemment, il y a d'autres, l'éducation, le sida, etc. Mais sur l'extrême pauvreté, nous avons déjà atteint le but de diviser par 2. Donc soyons contents. Et puis décidons dès maintenant, en 2015, on fera 2030, où on éliminera l'autre moitié. Et c'est pas mal parti, mais maintenant avec la guerre, etc., tout est évident. Donc, vous voyez, ce qu'il nous faut, c'est que les peuples, même les Suisses, c'est facile quand vous êtes devant le toit de dire, oh, moi je trouve que c'est américanisé cette histoire. Ça nous avance à quoi? Les gens me disaient toujours, à New York aussi, même des pays membres, UN does nothing. Et moi je leur disais, c'est qui l'ONU? Et je prenais notre constitution qu'on est là. Comment commence notre constitution fédérale à l'article 1er? Est-ce que quelqu'un le sait? Hein? C'est très banal. C'est une énumération. Article 1er. Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Orbach, etc., de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans des cantons, la Suisse n'existe pas. De tous les cantons. Et je vous dis ici à New York que c'est la même chose. C'est qui les Nations Unies? Mais c'est toi, c'est moi. Alors avant de dire que l'ONU ne fait rien, il faut dire que ce sont les membres de l'ONU qui ne font rien. Alors toi qui es un membre qui le représente, fais quelque chose et tu viendras en discuter. Donc il faut changer de cette attitude où chacun essaie de tirer la couverture à soi et dire est-ce qu'on va enfin être capable de comprendre que toute l'énergie, regardez maintenant la guerre d'Ukraine, quand vous pensez aux quantités de chars, d'avions, d'obus, tous les pays se mettent à bosser, à fabriquer des armes. On détruit des villes entières. Alors on doit les reconstruire. Si on pouvait utiliser toutes ces énergies, toutes ces richesses, d'une manière positive, pas seulement pour les pauvres, il y en aurait même encore pour les pays nantis comme le nôtre, on serait mieux. Combien de guerres nous faudra-t-il encore pour comprendre ça? J'ai dit ça à votre professeur d'histoire. Il m'a raconté une bonne formule sur la définition de l'histoire. Je dis la seule constante qu'on peut découvrir en étudiant l'histoire, c'est que l'homme n'a jamais rien appris de son histoire. Et c'est ça qui est triste. Mais on va terminer par quelque chose de négatif. Vous voyez, je crois que les gens deviennent un peu impatients parce qu'on a eu plus longtemps. Alors je vous ai introduit une sorte de conclusion. Merci, monsieur le conseiller fédéral, pour ces réponses franches et directes. Nous tenons à vous remercier, cher public, pour votre attention et votre participation. Monsieur Dice, merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite et merci de nous avoir fait part de votre expérience ainsi que de vos connaissances. Nous souhaitons également remercier nos camarades de l'option complémentaire Sciences politiques pour tout le travail qu'ils ont réalisé afin de préparer cette conférence. Merci également à M. Costa pour son aide et pour avoir rendu cette conférence possible.
Merci à Radio Rampart de mettre cet entretien à disposition du tous. De ma part, un grand merci à Marine et à Yasmine pour leur talent de journaliste aujourd'hui, pour avoir pris tout ce temps et pour avoir osé monter sur scène avec nous aussi, etc. Merci beaucoup. Un grand merci à Monsieur le Conseil fédéral Joseph Dice d'avoir pu répondre à cette question. Je terminerai en vous lisant encore un article de notre Constitution fédérale auquel j'ai accordé beaucoup d'importance au moment de faire la révision. C'est l'article 11. C'était une innovation, parce qu'on n'a pas beaucoup innové à l'époque, c'est la mise à jour. Protection des enfants et des jeunes. Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. C'est le premier alinéa, c'est pas pour ça que je lis l'article. L'alinéa 2. Ils, donc les enfants et les jeunes, ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. Nos deux intervieweuses ont trouvé qu'elles sont capables de discernement comme vous. Alors, just do it! Faites-le! Allez-y!